Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Repères de mémoire. Notre émission d'aujourd'hui s'intitule « Les activités de plein air et les sports à Drummondville au 19e siècle, mais surtout, bien sûr, au 20e siècle ». Alors, durant cette émission, nous allons pouvoir voir ce que les citoyens à Drummondville faisaient pour se délasser, là où ils allaient, de même que nous pourrons voir en deuxième partie d'émission comment se sont déroulées certaines activités sportives à Drummondville. À la rubrique « Activités de plein air à Drummondville », on ne peut évidemment passer sous silence la présence de la rivière Saint-François. C'est elle, finalement, qui va alimenter bon nombre des loisirs des Drummondvillois. Effectivement, la rivière Saint-François, on le sait, est non navigable parce qu'il y a trop de ruptures dans son lit, dans le niveau du lit de la rivière. Mais peut-être la rivière est non navigable, mais elle a apporté autre chose. Elle a apporté des ressources énergétiques, les ressources hydrauliques, en fait, qui a permis l'électricité à Drummondville. Et aussi, on a, sous un mode peut-être un peu plus mineur, mais on a tendance à l'oublier, c'est la rivière Saint-François qui, pendant de nombreuses années, et ça en fait jusqu'au milieu du 20e siècle, va fournir la glace nécessaire pour conserver les aliments chez les particuliers dans leur maison. La rivière Saint-François va faire longtemps la joie des pêcheurs, spécialement des pêcheurs de saumon, parce que cette rivière, justement, comme à peu près toutes les rivières du bassin versant du fleuve Saint-Laurent, était une rivière à saumon. Alors, le saumon dans la rivière Saint-François, on a déjà, je dirais vers 1850, 1860, 1870, on a beaucoup de témoignages de la présence du saumon atlantique. Et tellement que finalement, le ministère de la Pêche, qui est créé vers 1870, décide de faire une enquête. On va savoir une fois pour toutes s'il y en a, puis quelle taille ils ont, ou s'il y en a en quantité. Et on fait relever de tout le bassin de la rivière Saint-François. Et en 1874, quand l'enquêteur passe à Drummondville, il dit « C'est incroyable. C'est incroyable les saumons qu'il y a là. » Et là, les saumons attendent dans une fosse immense, une belle fosse qui est encore utilisée par les pêcheurs. Ça se trouve entre le pont de la voie ferrée puis le vieux pont, là, il y a une fosse, là. Alors là, les saumons attendent, là, pour monter, là, parce que quand il y a une petite crue, là, un petit peu, quand il y a un orage puis que l'eau augmente, là, bien là, ils ont suffisamment d'eau pour prendre leur élan puis sauter la chute, là. Alors là, ils tournent en rond en attendant, là, d'avoir ce moment propice-là. Alors là, il y a tellement de poissons, on érige des estrades tout le tour de la fosse à saumon. Et là, avec des dards, on les frappe et c'est comme ça qu'on les pêche pas à la ligne, là, vous comprenez? On les capture avec des dards. C'était pas permis de faire ça. Sauf que le braconnier le plus, je dirais, le plus célèbre là, du groupe, c'est le maire de Wendover Simpson. Et puis ça, c'est connu depuis toujours. C'était des gens qui adoraient la chasse et la pêche, c'était même au détriment des fois de leur travail. Alors, il est là, lui. Alors, je pense bien que ça permettait aux autres de pratiquer cette chasse-là du saumon, c'est-à-dire cette capture du saumon-là de façon très sauvage. Et le saumon va disparaître vers la fin du siècle, d'une part à cause de la pollution de la rivière par le brintis, aussi quand les papetières vont ouvrir en amont. Alors, toute la pollution là, est vraiment, c'est vraiment des produits caustiques qui endommagent beaucoup la qualité de l'eau. Il y a aussi les barrages qu'on construit tout le long de la rivière. Alors là, les saumons, ils ne peuvent pas poursuivre leur montée parce que le saumon, le roi saumon, son propre, c'était finalement d'aller frayer en amont, dans des tributaires. Toujours, le saumon va toujours frayer dans sa rivière d'origine. Il redescend et puis il retourne à la mer pour s'engraisser, pour se nourrir, puis il revient, puis il va repondre en amont. Alors, à partir du moment qu'on a construit trop de barrages, c'était impensable de pouvoir continuer il ne pouvait plus poursuivre sa route, alors on n'a plus eu de saumon. C'était terminé. Les barrages, effectivement, barreront peut-être la route au saumon, mais il permettra la création de 2 lacs de barrage qui, eux, vont devenir de merveilleux plans d'eau pour pouvoir pratiquer tous les sports nautiques. En fait, il y a eu pendant longtemps la baignade dans la rivière Saint-François. Il y avait des plages, la plage Parent en aval du pont de la rivière Saint-François sur la rive nord. Il y avait la plage Sainte-Thérèse. Il y avait aussi la plage de la Célanise, une plage privée dans le fond, qui était réservée aux employés et à leurs enfants, aux employés de la Célanise. Cette activité de natation sera finalement interrompue au milieu des années 50, 1950, par les différents ministères, spécialement le ministère de la Santé, qui trouvera que les eaux ne sont pas suffisamment saines pour pouvoir s'y baigner. Ce qui fera qu'on va
facilement compensé quand même par du canot, de la voile et tout ce que l'on peut faire à la surface de l'eau. En amont du barrage Hemming, là va se former effectivement un très grand lac de barrage, et ce lac de barrage va permettre la pratique de la voile. Et c'est là que s'installera le club de voile de Drummondville. Pendant plusieurs années, il est encore là en bonne partie, et se double depuis quelques mois d'une plage publique municipale. En fait, il n'est probablement pas exagéré de dire que la rivière Saint-François compte pour beaucoup pour donner à Drummondville la plus grande partie de son charme. Les promeneurs du dimanche ne seront sûrement pas ceux qui vont me contredire là-dessus. Présent sur les rives de la Saint-François, dès les années 1963-64, le projet du parc des voltigeurs sera élaboré et qui se voulait un vaste terrain de camping avec toutes sortes de services. Le projet du parc des voltigeurs, bien, sera réalisé et en fait, on voulait qu'il le soit pour le 150e anniversaire de Drummondville. Il le sera en partie, mais il sera surtout mieux réalisé pour la période d'Expo 67. On attendait beaucoup de gens et effectivement, il en est venu beaucoup. Cependant, après l'Expo, on note un déclin certain et pendant 4 ans, le parc tombait littéralement en décrépitude et il faudra, au cours des années 1970, injecter des centaines de milliers de dollars pour le revamper, pour lui redonner quand même une apparence de terrain de camping et de parc. Et bon, les travaux semblent avoir si bien réussi qu'aujourd'hui, ben, tout va quand même assez bien. Activité de plein air, toujours les pistes cyclables. C'est en 1978 qu'un groupe préparera un projet de piste cyclable avec un trajet établi à travers les rues de la ville. Et ce projet va être finalement réalisé à peu près en copie conforme de ce qui avait été présenté en 1978. C'est les pistes cyclables que l'on retrouve aujourd'hui dans certaines rues de la ville. Le domaine des pistes cyclables va venir se greffer dans des années récentes ce qu'on a appelé la route verte, cette route qui devrait théoriquement permettre de traverser à bicyclette toute la province du nord au sud et de l'est à l'ouest. Le parc Woodyat est sûrement un point de repère très important dans le domaine du plein air. Le parc Woodyat, ben, il n'a pas toujours été là en tant que parc, mais il faut savoir que les îles du parc Woodyat, qui sont aujourd'hui goûtées, l'ont été d'autant plus très longtemps avant nous, c'est-à-dire en 1826, lorsqu'il y a eu un incendie ici, dans le petit village de Drummondville, qui a consumé totalement le petit village, ou à peu près. On parlait de 35 maisons, puis 11 autres bâtiments de divers types, qui a tout consumé, sauf, heureusement, les 2 églises, l'église catholique et l'église protestante. En fait, c'était des chapelles à l'époque, et 2 débits de boissons. Ce qui a fait dire aux curés de l'époque, ou aux desservants de l'époque, que si Dieu avait sauvé ses missions, le diable avait aussi sauvé les siennes. Or, les gens s'étaient réfugiés sur les îles du parc Woodyat, justement parce que le feu les rejoignait. Et ça a été vraiment des îles, ils ont tenu leur salut. Or, ces îles du parc Woodyat, à la fin du 19e, début du 20e siècle, seront développées. On les reliera par des petits ponts fragiles en bois, en rondins, et ça permettait aux vacanciers du week-end de venir pique-niquer sur les diverses îles. Malheureusement, en 1911, une débâcle particulièrement dévastatrice emportera tous les ponts, les kiosques et tout ce qu'il y avait sur les îles. À côté des îles, il y avait, le long de la rivière Saint-François, toute une série de maisons qui n'y sont plus aujourd'hui parce que lorsque la Southern Canada Power va acheter en 1914 pour construire son barrage, lorsqu'elle va acheter le terrain, bien évidemment, elle va raser toutes ces maisons dont on ne voit plus trace aujourd'hui. Le parc, ça va dégager un terrain qui va devenir, dans l'esprit de son gérant, du gérant de la Southern, la possibilité de faire un parc public. Et il va très vite offrir à la ville, sous réserve que la ville l'aide à faire le nivellement du terrain et la coupe des arbres, de donner carrément le parc à la ville, ce que la ville va accepter. Et c'est à cette occasion-là, quelques années plus tard, qu'on pourra repousser le chemin qui menait au pont jusqu'au pied de la colline du manoir Drummond. Plusieurs projets par la suite, tout au cours du 20e siècle, prendront place pour essayer de développer le parc Woodyat. Plusieurs vont avorter, ne se réaliseront pas. Un le sera cependant, c'est la construction de la piscine et de son pavillon, et de même que sa barboteuse en 1961, la piscine actuelle du parc Woodyat. Et un chalet qui sera construit en 65, faute d'avoir décidé de construire le pavillon des arts dont on a parlé la semaine dernière, justement. Un disque, lors du 150e anniversaire de Drummondville, un disque sera tourné qui vante les mérites du parc Woodyat.
te revois dans mes rêves, au parc Waudiat de naguère. La belle époque, c'est ta gloire, la jeunesse de nos pères. Les amours étaient si brèves. Le parc Waudiat s'avérera et s'avère encore le site principal des grandes manifestations comme le Mondial des cultures. Et c'est là que ça se tient, parce que c'est là qu'il y a le plus de place, bien évidemment. Un autre parc, pas tellement loin, le parc Saint-Frédéric. Le parc Saint-Frédéric, au siècle dernier, c'était pas vraiment un parc, c'était d'abord l'emplacement de la seconde église Saint-Frédéric et du bureau d'enregistrement et de du palais de justice. Or, en 1909, un dénommé Herbert Meredith Marler, un notaire, va offrir à la ville de développer cet emplacement en petit parc et va même dire, si vous êtes prêt à le faire, moi je suis prêt à vous donner en échange une fontaine-statue à l'effigie des Trois Grâces, la thématique qui existe depuis la plus haute antiquité. Alors, ce marché se fera, la ville acceptera, on fera le parc et les Trois Grâces, la fontaine des Trois Grâces, trônera pendant plusieurs années au centre du parc. Plusieurs années, mais en fait, pas tellement longtemps, jusqu'à ce que des bonnes âmes, plutôt prudes, s'aviseront que, il faudrait peut-être cacher ce saint que l'on ne saurait voir. Et finalement, ça va forcer le déplacement de la statue qui se retrouvera quelque part chez un particulier. Le parc Saint-Frédéric, cependant, va continuer son petit bonhomme de chemin. On va lui ériger un kiosque à musique qui va faire la joie de tous les amateurs, le jeudi soir, les concerts de l'Harmonie de Drummondville, et kiosque qui va également servir à plusieurs assemblées politiques de tous ordres. Et aujourd'hui, à l'extrémité nord-ouest du parc, trône un nouveau kiosque à musique qui est le symbole des fêtes du 175e anniversaire de Drummondville. Un autre parc, c'est le parc Sainte-Thérèse. Le parc Sainte-Thérèse qui, lui, sera aménagé à partir de 1937 grâce à un dessinateur paysagiste, Frédéric Todd, qui va être celui qui va aussi dessiner les terrains du château Montebello et l'aménagement de l'île Sainte-Hélène. Le parc Sainte-Thérèse, donc, va aussi recevoir sa piscine, sa fontaine, son kiosque et va servir pour des concerts, de même que pour souvent les assemblées ou en fait les réunions de fêtes nationales. Plusieurs autres parcs, évidemment, petits ou grands, sont disséminés un peu partout à travers la ville, mais ce sont des parcs de quartier et à ce titre, évidemment, ils drainent beaucoup moins de gens, attirent moins de personnes. Cependant, il y a deux parcs dont il nous faut absolument parler avant de terminer notre survol. Il y a le parc Bellevue et le parc Pinard. Le parc Bellevue, c'est parce qu'il y a une histoire un peu particulière. C'était d'abord un parc de l'entreprise privée. Et le propriétaire avait construit une piscine les pieds dans l'eau, littéralement, c'est-à-dire dans la rivière Saint-François, à moitié dans la rivière et à moitié sur les berges. Et cette piscine va faire le bonheur de plusieurs personnes pendant de nombreuses années. Cependant, à un moment donné, on démolira cette piscine parce qu'elle avait été finalement mal conçue et elle ne tenait pas la route. Et on va remplacer tout ça, curieusement, pas pour une autre piscine, mais par des tennis à surface synthétique. Et à partir de ce moment-là, dans les années 70, là, ce dont je vous parle, à partir de ce moment-là, tous les citoyens de Drummondville-Sud vont accourir au terrain de tennis. Le tennis va avoir un essor considérable et va intéresser toutes les personnes, des tout petits jusqu'aux plus grands. Le parc Pinard, lui, tiendra son originalité, non pas de son étendue, parce qu'il est très exigu. Il tiendra son originalité du fait qu'il loge la fontaine du 150e, qui est ce monument que l'on a voulu ériger là, précisément pour nous rappeler des fêtes du 150e anniversaire de Drummondville. Évidemment, des activités de plein air pures, des activités de plein air comme telles, on va passer tout naturellement au sport, c'est-à-dire des activités plus organisées, en fait. Et dans les sports, on va se limiter, encore là, forcément, aux deux sports les plus pratiqués depuis les débuts du 20e siècle, c'est-à-dire le baseball et le hockey. On va être obligé d'escamoter probablement la majeure partie des autres, sinon la totalité. Or, le baseball, tout ce que l'on peut savoir nous indique qu'effectivement, ça se pratiquait dès le tout début du siècle ici à Drummondville. En fait, le baseball, les équipes se transportaient de la façon suivante. On jouait chaque dimanche. Et on partait dès le samedi soir vers 20h en charrette à foin. Et on voyageait toute la nuit pour arriver à pied d'œuvre le lendemain. On jouait la partie et on était de retour au bercail, c'est le temps de le dire. On était de retour au bercail que
souvent très tard dans la nuit du dimanche au lundi. C'est pour vous dire que ça a beaucoup changé depuis. Alors, le baseball se jouait très tôt à Drummondville et ça s'est joué dans les parcs bien organisés pour ce faire, là, les parcs de baseball. Ça s'est joué d'abord sur le terrain de la compagnie Gossard en 1930. Ensuite, ça s'est transporté au parc Fairland en 1932, à celui de la Drummondville Cotton en 1935, à celui de la Célanise en 1941, à celui de Saint-Joseph en 1944, à celui de la piste de course en 1947. La piste de course que l'on sait était située à l'ouest de Drummondville, de l'autre côté de la rivière Noire, rivière Saint-Germain actuelle. 1949 au baseball, ça a été l'année du baseball à Drummondville. C'est cette année où les Cubs de Drummondville, au vieux stade, là, au stade de la piste de course, ont aligné des joueurs venant directement des ligues majeures, des joueurs qui avaient été suspendus par les autorités de la Ligue nationale de baseball parce qu'ils avaient, si je me souviens bien, osé jouer pendant l'hiver dans des clubs de la République dominicaine ou autres, et ça leur était défendu. Alors, ces joueurs-là avaient été suspendus pour l'année 49 et ils sont donc venus frapper à la porte de Drummondville et se sont engagés à Drummondville. Et ça nous a donné une équipe digne véritablement des ligues majeures. Et cette équipe, je pourrais vous énumérer les joueurs qui y étaient, mais il y a une mosaïque qui a été sortie de cette équipe qui va gagner le championnat de la Ligue provinciale de baseball en 1949. Et sur cette mosaïque, on peut lire les noms de ces différents joueurs. Il y avait par exemple Sal Magli comme lanceur, Max Lanier comme lanceur, il y avait Kunze Troupi comme receveur. Et quand il y avait des parties à Drummondville, c'était à chaque soir, on entendait le porte-voix automobile qui se promenait à travers les rues de la ville pour nous annoncer la partie de baseball. Baseball ce soir à 8h. Saint-Jean visite Drummondville. La batterie pour Drummondville. Magli, lanceur. Troupi, receveur. Stan Bréard sera dans l'alignement. C'était vraiment une période héroïque, diraient les commentateurs sportifs, que les Cubs de 1949. En 1950, à la suite des succès des Cubs, eh bien, il y aura des pressions qui vont être faites, 6 000 noms, une pétition de 6 000 noms pour qu'on construise finalement un stade. En référendum, ce sera accepté et le stade sera érigé en 1950 sur la rue Cockburn. Le stade des années 50 sur la rue Cockburn, je me rappelle très bien parce que j'allais à l'école Saint-Paul juste à côté. Je l'ai vu construire toute la construction. Puis après ça, j'ai été engagé là aussi comme à la partie d'ouverture, comme vendeur de révèle. Après ça, j'ai tombé mascotte dans le temps des Cubs. J'ai été là comme joueur dans le temps des Royaux, dans les années 60. Et ce stade fera les belles heures des amateurs de baseball pendant quelques années au moins, en tout cas. Parce que c'est à cette époque-là, en 1950, 51, 52, que Drummondville pourra compter sur un frappeur de puissance, un dénommé John Davis, qui savait vous catapulter en moins de 2 une balle du marbre jusqu'au toit du garage municipal. Et ça, écoutez, c'est pas une histoire de pêche, c'est très vrai. Chacun qui l'a vu pourra vous le confirmer, et je suis de ceux-là. Il savait canonner des balles jusque-là. Dans ma nomenclature des événements concernant le baseball, j'allais oublier qu'en 1947, Maurice Richard, le grand Maurice Richard, a joué au baseball pour Drummondville. En fait, il n'aurait joué que 12 ou 13 parties seulement au cours de la saison. Le stade de la rue Cockburn connaîtra d'autres belles heures de gloire. Cependant, il ne pourra plus jamais se permettre des équipes aussi importantes que celles qu'il avait pu s'acheter ou se payer. Et résultat, au fil des années, tout va se détériorer, les spectateurs se feront moins nombreux et bientôt le stade va tomber littéralement en décrépitude. Quand je dis bientôt, ça c'est au cours des années 1968, 69, 70, où là à un moment donné, tout le monde dit il faut démolir le stade parce que là, ça ne va pas. Et le vent s'en chargera d'ailleurs qui fera partir des poteaux d'éclairage et une partie du toit du stade. C'est là que les années ont commencé à être pénibles parce que la température... avait un gros vent, avait fait tomber les poteaux. On était obligé de jouer toutes nos joutes dans l'après-midi, dans le temps des Royales. Après ça, la démolition du stade. Ça a été encore plus pénible parce qu'on a joué toutes nos joutes sur la route. Ça veut dire quand on allait à Sherbrooke ou Saint-Jean, on recevait Sherbrooke et Saint-Jean, mais on avait comme terrain de pratique en arrière de la Sylvania. Moi, j'appelle ça un champ de vache. C'était notre champ de pratique, c'était pas bien intéressant pour les joueurs. Mais tous les joueurs, en tout cas, moi, j'en reviens pas encore, même si ça fait 20 ans de ça,
le courage qu'ils ont eu, la détermination de continuer à jouer au baseball pareil avant la construction du nouveau stade ici. Le stade de la rue Corbin a été démoli en 79-80, c'est à la fin des années 70, pour s'en venir sur la rue Marchand. Le nouveau stade a été bâti au début des années 80, là, bien sûr, qui est plus petit, mais peut-être 700 personnes, tandis que le stade de la rue Corbin avait peut-être 3000-3500. Depuis les années 80, là, qui a été rebâti ici, bon, ben, c'est les Dodgers qui jouent ici, les Olympiques juniors, les midgets. En tout cas, il est occupé 7 jours par semaine, parce que, dans le fond, il manque de terrain pour la grandeur est idéale là, pour les midgets et les juniors. Je trouve que c'est un très beau terrain. Il en est du hockey, celui-là, notre sport national, comme du baseball, c'est-à-dire que très tôt au début du siècle, on voit qu'il existe des équipes plus ou moins organisées. En fait, ce sera au milieu des années 20 qu'on verra des équipes vraiment s'inscrire à l'intérieur de ligues très bien structurées. Et la patinoire était située dans le parc Wadiat, là où sont à peu près les tennis d'aujourd'hui. Et cette patinoire-là, eh bien, ça coûtait quelque chose pour assister aux parties, mais les gens malins s'installaient dans la côte du manoir, sur la colline du manoir, et de loin peut-être, mais quand même, réussissaient à voir la partie en ne payant rien. Le hockey va quand même se développer, sûrement pas avec les subventions de ces spectateurs-là, mais il va se développer. Et en 1933, on va construire un aréna qui, à l'époque, fera la fierté de la ville. Un aréna qui va pouvoir contenir 2000 personnes assises et 400 debout et qui contenait un restaurant, des appartements pour des joueurs, des patineurs, des patineuses. Cependant, cette aréna, la glace n'était pas de la glace artificielle, c'est de la glace naturelle sous une enveloppe de tôle, littéralement. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que, la glace, lorsqu'il y avait un redout soudain, la glace fondait et là, on ne pouvait rien faire. Jacques Desautels lui-même a connu ce que c'était que de devoir se dépêtrer avec ça. Des après-midi pour être capable de jouer nos parties de la finale, là, interparoissiale, Saint-Joseph, Sainte-Thérèse, Saint-Pierre. On allait mettre de la neige sur la glace pour imbiber l'eau pour que le soir on puisse jouer nos joutes là, pour finir les finales. Et Bob Pepin, un grand sportif de Drummondville, rappelait déjà dans les colonnes de La Parole qu'il se souvenait de parties épiques entre les Dragons de Drummondville et l'équipe de Saint-Hyacinthe, où les spectateurs étaient arrivés avec des œufs et de la mélasse pour accueillir les joueurs, et qu'on avait même suspendu un seau plein d'eau au-dessus de la tête du gardien de but adverse. En fait, ce sera précisément le 8 décembre 1963 que sera ouvert le nouveau centre civique, la nouvelle patinoire. Très vite, ça va connaître beaucoup de popularité, bien sûr, cette glace artificielle, la première à Drummondville. J'allais dire la première à Drummondville, mais c'est pas vrai, parce que dans les dernières années de l'aréna, du vieil aréna, il y avait de la glace artificielle. Mais le centre civique, le nouveau centre civique va très vite accueillir, dès 1965, à l'occasion, en fait, du 150e anniversaire de Drummondville, va accueillir son premier tournoi midget. Le centre civique est d'ailleurs truffé de plein de bons souvenirs pour M. Jacques Desautels. Le tournoi midget, j'ai arbitré à peu près 20 ans. J'ai vu passer beaucoup de joueurs qui ont fait la Ligue nationale, des gars comme Vincent Danfous, pour en nommer d'autres. Puis c'était le fun tu sais, il était midget dans ce temps-là, mais on voyait déjà qu'il se démarquait avec les autres joueurs, puis on fait la Ligue nationale à cause de ça. Puis il y a eu des parties extraordinaires. Je me rappelle avoir arbitré une partie de Saint-Vincent-Mario Stormby, 5 périodes supplémentaires. On est obligé d'arrêter le samedi soir à cause du couvre-feu, à cause de l'âge des jeunes, pour recommencer le dimanche matin. J'ai arbitré cette joute-là avec Roland Sawyer et Gérard Sawyer, 5 périodes supplémentaires. C'est en avril 1980 que le centre civique deviendra officiellement le centre Marcel Dionne, du nom bien sûr du joueur de hockey drummondvillois qui, cette année-là, avait gagné le championnat des marqueurs de la Ligue nationale de hockey.
On parle du centre Marcel Dionne, mais il y a quand même un autre aréna qui va être érigé à Drummondville-Sud, celui-là qui s'appellera l'Olympia Yvan Cournoyer. Les premiers projets s'étaient dessinés vers 1968. Il sera réalisé officiellement le 19 novembre 1972 et Yvan Cournoyer et son épouse seront là pour présider à l'inauguration officielle. Il y aura au centre Yvan Cournoyer, à l'Olympia Yvan Cournoyer, des tournois olympiques mineurs, de hockey mineur, en fait, de Drummondville et de la région. L'on s'en voudrait sans doute, dans une émission du genre, de ne pas mentionner la naissance en 1972 de l'organisme Drummondville Olympique. Drummondville Olympique est un organisme qui gère du sport mineur. Il y a deux volets. Il y a un volet de financement, qu'on va chercher du financement pour les associations. Et un deuxième volet, c'est un volet d'administration du sport mineur. C'est-à-dire qu'on s'occupe de plateaux, de logistique, on s'occupe d'inscription. On est le mandataire privilégié de la ville de Drummondville et on est là depuis environ 30 ans. Et notre mission est de permettre aux jeunes de pouvoir prendre une expansion au niveau du sport, mais on s'occupe d'administration, c'est-à-dire qu'on donne des services aux bénévoles et aux permanents des 12 associations sportives qu'on représente. On a aussi, peut-être, de connaître comment on se finance, bien, on a plusieurs activités de financement, dont le tournoi international de hockey midget, le tournoi provincial novice de Nisguet, on a une école de hockey, on est aussi un des participants de Bingo Drummond, on a l'Opération Nez Rouge et différentes autres sortes de financements là, qui nous aident à se financer. Et on a aussi des subventions de la ville de Drummondville qui est un de nos partenaires. Avec cette intervention du directeur général du Drummondville Olympique, nous arrivons au terme non seulement de l'émission, mais également de la série. En effet, notre 12e émission se termine aujourd'hui. Notre série en comportait, vous le savez, 12, et donc le rideau va bientôt tomber dans quelques secondes. Nous avons eu énormément de plaisir à réaliser pour vous cette série d'émissions. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à la regarder. Notre seul souhait, c'est que les repères que nous vous avons donnés, les repères que nous avons placés, eh bien, ils vous servent éventuellement à vous y retrouver dans les dédales de l'histoire de Drummondville et de la région. Merci d'avoir été des nôtres.